On est face au plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Notre planète est en train d'agoniser. La vie sur Terre est en train de mourir sous nos yeux. Chaque jour, de nouveaux rapports scientifiques, tous plus accablants les uns que les autres, rendent compte de la gravité de la situation actuelle. Chaque année, le constat s'aggrave et le saccage du vivant s'accélère. Les chiffres sont en hausse constante, à commencer par ceux de nos thermomètres. La température moyenne sur la planète pourrait grimper de 2 degrés Celsius dès 2050. Cette hausse des températures aurait des conséquences catastrophiques sur notre environnement, comme une forte montée du niveau des océans et une plus grande fréquence des événements météorologiques extrêmes, tels que des incendies de forêt, des inondations, des sécheresses et des ouragans. En 40 ans, nous avons perdu 60% des populations d'animaux sauvages sur Terre. Preuve que la 6e extinction massive de la biodiversité est en marche. Que ce soit des mammifères, des oiseaux, des poissons, aucune espèce n'est épargnée. A l'inverse, on observe un accroissement extrêmement inquiétant de la population humaine. Selon les estimations, d'ici 2050, nous serons presque 10 milliards d'êtres humains sur Terre. Le problème, c'est que depuis plusieurs années, l'empreinte écologique de l'humanité dépasse la biocapacité de la planète, c'est-à-dire sa capacité à reconstituer ses ressources et à absorber les déchets en un an, nous poussant ainsi à vivre à crédit. Et ce jour de dépassement survient de plus en plus tôt chaque année. À ce rythme-là, il faudra à l'humanité l'équivalent des ressources de 2 planètes Terre en 2030. La surexploitation agricole appauvrit nos sols qui sont tellement sollicités qu'ils deviennent de moins en moins fertiles. Alors, pour pallier à ce problème, nos forêts sont rasées pour les transformer en vastes champs de culture ou en zones urbaines. Ces mêmes forêts qui nous permettent de respirer, de réguler notre climat et bien d'autres choses encore, et qui, en étant totalement décimées, mettent en péril la survie de différentes espèces animales ainsi que celle de l'être humain. On pourrait également rappeler que si on ne change rien, il y aura bientôt plus de plastique que de poissons dans nos océans. Ou encore que nos sources d'eau douce sont en train de s'épuiser de plus en plus rapidement. En plus de se faire de plus en plus rare, on en a un usage totalement irrationnel en la surconsommant, en la gaspillant et en la polluant. Et ceci n'est qu'une liste non exhaustive des différents problèmes écologiques actuels. Les scientifiques tirent pourtant la sonnette d'alarme depuis déjà plusieurs années et ils sont catégoriques. Les êtres humains sont responsables des changements climatiques. Et si nous ne changeons pas nos habitudes et nos comportements, nous compromettons notre avenir et les conséquences seront dramatiques avant la fin du siècle. Car oui, on ne parle pas de conséquences dans un avenir lointain, mais bien d'un avenir proche. Ce qui veut dire que notre génération va déjà potentiellement devoir commencer à y faire face, mais il ne fait presque aucun doute que nos enfants, eux, n'auront très certainement pas le choix. Certains affirment même que les dégâts infligés à la planète jusqu'à présent sont tellement importants que même si nous changeons radicalement nos habitudes, il est déjà trop tard. Le monde entier va devoir faire face à des bouleversements majeurs qui menacent notre propre existence et nous n'aurons pas le choix de subir les conséquences de nos actes. Ou peut-être, devrait-on dire, de notre inaction. Et c'est justement de cette inaction dont je vais parler dans cette vidéo. Parce qu'il ne fait plus vraiment de doute qu'on est une grande majorité à être conscient des problèmes écologiques actuels. Pourtant, peu de personnes agissent. Donc pour résumer, on est face à un danger énorme qu'on a nous-mêmes créé et qui menace notre survie en tant qu'espèce humaine, on en est conscient, mais on s'en fiche. Pire encore, d'autres personnes n'ont même pas conscience de la gravité de la situation actuelle. Et dans cette vidéo, je veux pas uniquement parler du désintérêt total de nos politiques ou des puissants lobbies face à la catastrophe écologique, mais surtout de l'inaction de la plus grande majorité des citoyens. Et ce qui va m'intéresser surtout dans cette vidéo, c'est d'essayer de vous expliquer pourquoi tout le monde s'en fout de la crise écologique et quels sont les mécanismes psychologiques en jeu derrière cette inaction. Alors je vais déjà commencer par dire que heureusement, tout le monde ne s'en fout pas. Il y a déjà des personnes qui mènent de nombreuses actions pour essayer de faire bouger les choses. Et à ces personnes-là, on peut leur dire merci. Cependant, force est de constater qu'il y a encore une trop grande majorité de personnes qui restent totalement inactives et passives. Et on sait qu'on fonce droit dans le mur et qui se rapproche de plus en plus, mais on ne fait rien. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous en train d'agir alors que la menace est si grande ? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Évidemment, il y aurait plein d'interprétations possibles, moi je vais juste vous partager mon analyse de la situation. Et on va commencer tout de suite par le premier mécanisme. Tout d'abord, cette inaction générale pourrait s'expliquer par le fait qu'il y a encore énormément de personnes qui n'ont pas conscience de l'urgence de la situation. Bien sûr, elles savent consciemment qu'il y a de gros problèmes, à l'heure actuelle c'est même difficile de ne pas l'être, mais elles n'ont pas conscience de l'ampleur de la catastrophe. Mais comment c'est possible de ne pas en avoir conscience? Pour comprendre ça, on peut dire qu'on a deux cerveaux, un cerveau rationnel et un cerveau émotionnel. Le premier pense
et le deuxième ressent. La plupart du temps, le cerveau rationnel et le cerveau émotionnel fonctionnent en parfaite harmonie. Et quand c'est le cas, tout va bien. Mais parfois, on constate qu'il y a comme un déséquilibre. Et c'est là qu'on commence à ressentir qu'on maîtrise plus vraiment ce qui se passe en nous. C'est ce qui fait que parfois, on a beau essayer de contrôler nos émotions, nos pensées et nos comportements, mais ça ne marche pas. Et ça a même tendance à empirer encore plus le problème. Prenons l'exemple d'un fumeur. Il sait consciemment que c'est dangereux de fumer et qu'il est en train de se détruire la santé, mais malgré tout, il continue de le faire. Il a beau essayer de se contrôler, il finit toujours par céder. Le fait de savoir intellectuellement les choses ne nous permet pas toujours de changer. Et solliciter l'esprit rationnel n'est pas toujours suffisant. Par contre, le jour où le fumeur ressent que là il est en train de se suicider, là les changements sont souvent très rapides. Et c'est la même chose pour l'écologie. Énormément de personnes sont totalement déconnectées émotionnellement de la situation. Intellectuellement, elles savent ce qui se passe, mais émotionnellement, elles ne ressentent pas ce qui se passe. Parce que c'est grâce à notre esprit émotionnel qu'on arrive à percevoir réellement les risques et qu'on peut par conséquent changer notre mode de vie. À l'heure actuelle, notre cerveau rationnel est même totalement saturé et submergé d'informations concernant la crise écologique. Et vous connaissez très certainement l'adage « trop d'informations tue l'information ». Le cerveau rationnel étouffe alors le cerveau émotionnel, ce qui nous rend de plus en plus insensibles. On est alors de moins en moins réceptifs aux signaux d'urgence envoyés par le cerveau émotionnel. C'est comme si c'était totalement anesthésié. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne perçoivent pas encore le danger, d'autant plus que la menace leur paraît trop lointaine, trop floue pour être ressentie de l'intérieur. Malheureusement, c'est pas parce qu'on se rend aveugle à un problème qu'il n'existe pas. On peut d'ailleurs malheureusement pas nier l'importance du rôle des médias dans le fait qu'il y a encore autant de personnes qui ne se sentent pas vraiment concernées par les problèmes écologiques. Dans certaines émissions, il y a encore des débats autour du changement climatique. Certains vont peut-être se dire « je vois pas où est le problème ». Le problème, c'est que ça sous-entend qu'on n'est pas encore sûr qu'il y ait des changements climatiques. D'ailleurs, vous avez peut-être vu l'émission L'heure des pros sur CNews ou alors entendu parler du clash qui a eu lieu récemment sur le plateau. Le présentateur, qui est quand même censé être neutre, affichait clairement du mépris face à une militante écologiste. Et je vous invite à regarder la vidéo de Fabien Olicard, qui est un youtubeur mentaliste, qui fait une analyse très juste, je trouve, du clash qui a eu lieu lors de l'émission. Le fait d'inviter des personnes climato-sceptiques dans ce genre d'émission laisse penser qu'on peut encore débattre de la réalité de la situation. Pour information, une personne climato-sceptique, c'est une personne qui n'est pas convaincue par la réalité du réchauffement climatique ou par le fait que les hommes puissent en être responsables. Du coup, ce genre d'émission n'aide pas vraiment à prendre conscience de la situation. D'autant plus que lorsqu'on croit quelque chose, on cherche toutes les preuves qui viendraient confirmer notre hypothèse. C'est ce qu'on appelle en psychologie les biais de confirmation d'hypothèse. C'est quand on voit ce qu'on a envie de voir et qu'on ignore ce qu'on n'a pas envie de voir. Même si cette chose qu'on cherche à ignorer démontre pourtant de manière irréfutable qu'on a tort. Et c'est un mécanisme très inconscient. Alors si une personne pense déjà que les problèmes écologiques sont exagérés parce qu'on n'arrête pas d'en entendre parler, ce genre d'émission va lui confirmer qu'elle a raison de penser comme ça puisque d'autres personnes le laissent sous-entendre également. Et finalement, comment des personnes vivant dans de grandes métropoles peuvent-elles vraiment s'apercevoir de la disparition des nombreuses espèces animales? Il n'y a que des bâtiments autour d'elles. Comment peuvent-elles se rendre compte que l'eau se fait de plus en plus rare? Elles ont pourtant accès à l'eau courante chez elles et elles peuvent aller s'acheter des bouteilles d'eau en plastique dans les centres commerciaux. Comment peuvent-elles se rendre compte que les terres sont de moins en moins fertiles? Parce qu'en allant dans ce même centre commercial, elles y trouveraient tous les fruits et légumes qu'elles veulent. Et on pourrait continuer comme ça encore pendant longtemps. C'est pour ça qu'il y a encore autant de personnes qui ne se sentent pas vraiment concernées par les problèmes environnementaux, parce que leur quotidien n'est pas vraiment perturbé plus que ça pour l'instant. Alors ça les atteint pas émotionnellement. Elles ne ressentent pas encore le fait que la nature décline autour d'elles va inexorablement finir par les impacter tôt ou tard. C'est exactement pour cette même raison que beaucoup de nos politiques ne savent pas correctement nous diriger, parce qu'ils ne sont bien souvent pas vraiment impactés par les lois ou les actions qu'ils mettent en place. Ils prennent des décisions, mais c'est pas eux qui en subissent les conséquences directement. Donc en résumé, comprendre intellectuellement les changements climatiques, c'est loin d'être suffisant pour faire bouger les gens. Il faut des émotions, et des émotions fortes. Parce que sans émotion, il n'y a pas de prise de conscience. Et sans prise de conscience, il n'y a pas de changement. Il y a les personnes qui n'ont tout simplement pas conscience de la gravité de la situation, et puis il y a celles qui savent, mais qui ne veulent pas voir la réalité en face. Elles cherchent par exemple à minimiser la gravité de ce qui est en train de se passer partout dans le monde. Elles tentent de se rassurer comme elles peuvent et préfèrent se trouver des excuses et vivre dans un monde illusoire. C'est ce qu'on appelle tout simplement du déni. Elles se disent par exemple qu'il y a encore le temps avant de commencer à vraiment s'inquiéter, que c'est pas pour tout de suite les changements climatiques. Et effectivement, c'est pas totalement faux en soi. À l'heure actuelle, bien sûr, on peut encore vivre sur notre planète, mais ça devrait être en aucun cas une excuse pour ne rien faire. C'est un peu comme la personne qui fume et qui se dit « Bah oui, bien sûr que je peux avoir un cancer, mais pour l'instant j'en ai pas, donc je peux continuer de fumer ». Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ça n'a pas vraiment de sens. Ce raisonnement est l'un des plus dangereux à avoir car il menace notre propre survie. Alors, on pourrait très justement se poser la question du pourquoi.
Pourquoi ces personnes-là ne veulent pas voir la réalité en face? Eh bien tout simplement parce que le déni est un mécanisme de défense. Un mécanisme de défense cherche à nous protéger d'une ou plusieurs émotions particulièrement désagréables en nous faisant fuir tout simplement la réalité. Si vous voulez en savoir plus sur les mécanismes de défense, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Mais si je résume assez simplement, lorsqu'on arrête de fuir la réalité, on n'aura plus le choix que de ressentir toutes ces émotions désagréables. Et qu'on se le dise, c'est pas vraiment quelque chose qu'on a envie de faire. Et dans notre cas, se reconnecter à la réalité, ça fait extrêmement mal. Là, on parle tout de même de la fin du monde comme on le connaît. Le problème est tellement énorme et tellement intense que notre cerveau préfère tout simplement l'occulter en nous maintenant dans du déni. Exactement comme lorsqu'on est confronté à une rupture amoureuse ou au décès d'une personne. Pendant une période plus ou moins courte, on a du mal à croire que c'est vrai. On pense qu'on est en train de rêver et qu'au réveil, la personne qu'on aime reviendra. Voir la réalité en face est souvent vécu comme un effondrement intérieur et c'est quelque chose d'extrêmement perturbant et désagréable à vivre. Toutes les histoires qu'on se racontait sur la réalité et auxquelles on s'était accroché depuis parfois plusieurs années et qui ont permis de construire notre représentation du monde n'ont d'un coup plus aucun sens et plus aucune logique. Ce qui entraîne assez naturellement une perte de nos repères. On sombre alors dans une dépression et un désespoir profond qui peuvent être mélangés à de la rage, de la culpabilité et un sentiment d'impuissance terrible. Mais peut-être l'émotion la plus difficile à laquelle nous allons tous et nous devrions tous faire face, c'est la peur de la mort. Accepter notre propre mortalité est l'une des choses les plus difficiles à faire et je pense d'ailleurs qu'il y a très peu de personnes qui y arrivent. C'est peut-être bien le plus grand paradoxe de l'être humain. Il a conscience qu'il va mourir et pourtant il agit comme s'il était immortel. De la même manière qu'on sait que les ressources de la planète sont limitées, mais on agit comme si elles étaient abondantes et inépuisables. Pourtant, si on acceptait notre propre mortalité, on saurait savourer pleinement la vie et par conséquent on ne chercherait plus à la détruire, mais au contraire on ferait tout ce qui est en notre pouvoir pour la protéger. Accepter la réalité actuelle est extrêmement douloureux. On peut alors comprendre pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à traverser ce genre d'émotions et elles font tout ce qu'elles peuvent pour les fuir. Par exemple, elles vont se dire « Allez, faut pas penser à tout ça, sinon on vit plus ». Il est plus simple de se voiler la face et de fuir le problème plutôt que de s'y confronter. Et dans notre société, on nous apprend très jeune à fuir nos émotions, et en particulier celles qui sont dites négatives. On nous dit que ça sert à rien de pleurer, qu'il faut se montrer fort et penser positivement, que c'est dangereux de stresser ou que c'est ridicule de se mettre en colère. Alors, quand on commence inévitablement à ressentir une de ces émotions, notre première réaction, c'est de vouloir lutter contre elles ou de les repousser le plus possible. Mais plus on lutte, plus on cherche à les fuir et plus elles deviennent fortes et nous envahissent. Le paradoxe, c'est que pour qu'une émotion se dissipe, il faut s'autoriser à la ressentir et à la traverser totalement. Il faut en quelque sorte accepter de s'ouvrir à la souffrance pour pouvoir aller mieux. Mais rester dans le déni et fuir nos émotions sera bien plus douloureux que d'accepter la réalité. C'est en restant dans le déni qu'on devient impuissant. Parce qu'on ne peut pas changer quelque chose si on déclare que cette chose n'existe pas. A l'inverse, accepter la réalité, aussi douloureuse qu'elle soit, c'est reconnaître et voir les choses comme elles sont pour pouvoir commencer à mettre en place des solutions. Et tout ça nous amène au mécanisme suivant. L'être humain a un mode de fonctionnement assez binaire. Il va chercher à tout prix à éviter la souffrance et il va rechercher le plaisir le plus possible. Et si vous regardez votre vie, elle est totalement gouvernée par ces deux forces. C'est pour ça que la fuite de la réalité, quand on voit à quel point elle est dramatique actuellement, est une réaction assez logique et assez archaïque. Notre cerveau cherche à nous protéger en faisant ça. Et tout ceci est d'autant plus difficile que lorsqu'on fait face à la réalité et face à nos émotions, nos comportements, nos réactions et notre mode de vie de manière plus générale vont obligatoirement devoir changer. Et pour beaucoup de personnes, le changement fait extrêmement peur. Et qu'on se le dise, les changements ne vont pas être agréables du tout. Parce qu'il ne fait plus aucun doute, on ne peut plus résister au changement et nous allons devoir faire de gros efforts. Et quand je dis de gros efforts, c'est pas juste ramasser une bouteille en plastique qui traîne dans la nature. Parce que ça, on le sait, c'est déjà plus suffisant. Mais le genre de gros efforts qui sont nécessaires, et j'ai bien dit nécessaires pour que nous puissions ne serait-ce qu'espérer ne pas trop souffrir dans le futur, doivent être des changements radicaux dans nos habitudes. Et ces changements vont inévitablement nécessiter que nous acceptions de perdre de notre confort actuel. Un confort pour lequel, rappelons-le tout de même, on s'est battu pour avoir. Ce qui fait qu'il est d'autant plus difficile d'accepter de perdre un peu de notre liberté. Pour certains, ça voudrait même dire qu'on régresse. Au contraire, dans notre culture, on essaye d'avoir même encore plus de liberté. Ce qui en soi est plutôt une bonne chose quand on voit les inégalités auxquelles on est encore confronté à l'heure d'aujourd'hui. Mais ça risque d'être précisément ce qui nous amène à notre perte. Par exemple, en souhaitant augmenter notre pouvoir d'achat, on souhaiterait pouvoir consommer davantage. Pourtant, nous devrions tous chercher au contraire à diminuer radicalement notre consommation. Et c'est ça qui n'est pas simple pour beaucoup de personnes. Là aussi, on sait déjà ce qu'il faudrait faire pour limiter les dégâts. Pour ne citer que quelques solutions, il suffirait tout simplement de limiter les déplacements motorisés et de privilégier les transports en commun, le vélo ou la marche,
marche, d'éviter les grandes surfaces et de privilégier les producteurs locaux, ne plus gaspiller l'eau, éviter les produits chimiques, utiliser moins de chauffage et de climatisation, produire moins de déchets et boycotter les emballages plastiques, arrêter de jeter des choses qui fonctionnent mais plutôt chercher à les réparer ou alors acheter d'occasion, consommer beaucoup moins de viande, et etc. Et dans ces quelques exemples que je viens de citer, on peut comprendre que les changements à mettre en place vont être vécus comme une véritable souffrance pour une grande majorité. Et ce d'autant plus qu'on est à une époque où on cherche la facilité et la rapidité. Tout est fait pour nous assister. Et on cherche en priorité la satisfaction d'un plaisir immédiat. Par exemple, on préfère prendre la voiture parce que ça nous évite d'être fatigué que si on y allait à pied ou à vélo. On préfère aller en grande surface parce que tout y est regroupé et que c'est plus simple que d'aller chez le petit producteur. On préfère les emballages plastiques parce que c'est plus simple à transporter. On préfère acheter le téléphone dernier cri parce qu'il propose plus de fonctionnalités que notre ancien téléphone qui marche pourtant très bien. On préfère manger de la viande juste pour satisfaire notre palais, et ainsi de suite. Cette recherche du plaisir immédiat, les marketeurs l'ont d'ailleurs bien compris et misent précisément leur stratégie sur cette faiblesse. Mais voilà le problème. En recherchant le plaisir immédiat, on ne fait que repousser la douleur, mais il est important de préciser que de toute façon, on ne pourra pas l'éviter. En choisissant le plaisir à court terme, nous sommes en train de compromettre notre avenir. Si je reprends l'exemple du fumeur, ce serait exactement la même chose. Peut-être bien que le fait de fumer va apaiser un peu le stress qu'il ressent. Mais non seulement le stress ne va pas se dissiper pour autant, et au bout d'un moment il va quand même être obligé de s'y confronter, mais en plus de ça, il est en train de se détruire la santé. C'est pourquoi peu de personnes sont prêtes à faire les efforts nécessaires, parce qu'elles ont associé de la douleur dans le fait de modifier leur comportement. Et en plus de ça, les gains et les bénéfices de ces changements ne seront visibles que dans plusieurs années. C'est le même problème que rencontre une personne qui cherche à perdre du poids. Elle a par exemple associé de la douleur dans le fait de faire du sport ou à manger sainement, tandis qu'à l'inverse, elle éprouve une satisfaction immédiate en mangeant de la malbouffe ou en restant dans son canapé. Pourtant, il est tout à fait possible d'inverser cette tendance. Et là encore, les émotions sont la clé. Lorsque la personne arrivera à ressentir qu'il est vital pour elle de prendre soin de son corps, les changements suivront rapidement. Prendre soin de la nature devrait être un plaisir pour tout le monde. Ça devrait même être notre priorité, parce que notre bien-être et notre survie dépendent entièrement d'elle. Mais voyons maintenant un autre mécanisme qui se cache derrière cette inaction générale. Le concept de la dissonance cognitive nous vient de Léon Festinger, qui est un psychosociologue américain. Il explique que chaque individu est à la recherche d'un équilibre cognitif. En d'autres termes, l'être humain cherche à ce que ses pensées soient en accord avec ses valeurs, ses croyances, ses émotions et ses comportements. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle des cognitions. Lorsque nos cognitions sont en accord les unes avec les autres, alors tout va bien. On dit alors que les cognitions sont consonantes. Mais lorsqu'elles ne sont pas cohérentes, on rentre alors en dissonance cognitive. Et ça engendre un inconfort psychologique tellement désagréable que ça nous pousse à retrouver un état d'équilibre cognitif. Et quand une personne se trouve être dans une dissonance cognitive, il faut alors qu'elle change l'une des deux cognitions. Soit elle va devoir changer ses comportements, soit elle va devoir changer ses croyances. Dans une expérience, Festinger s'était intéressé à un groupe sectaire dont le gourou avait prédit la fin du monde le 21 décembre 1954. Lorsque ces prédictions ont été totalement démenties par les faits, les fidèles étaient un peu abasourdis au début. Mais leur gourou leur expliqua que grâce à leurs prières, Dieu les avait épargnés. Mais au lieu de se détourner de leur chef, il s'avéra que la foi des fidèles envers leur leader s'était considérablement renforcée. Ils s'étaient tant investis dans leurs croyances qu'il était trop difficile pour eux d'en changer. Quand les croyances qu'on a par rapport à quelque chose sont profondément ancrées, on va avoir tendance à chercher à maintenir les croyances, même si on nous montre toutes les preuves du contraire. On va par exemple chercher à minimiser la réalité, à faire en sorte d'oublier ce qui nous dérange, à détourner notre attention, ou alors on va distordre, transformer et réinterpréter le réel de manière à ce que nos croyances restent intactes. En gros, on va chercher à justifier nos comportements pour maintenir cet équilibre cognitif. Et bien sûr, ce sont des mécanismes très inconscients. Reprenons l'exemple des fumeurs qui justifient bien souvent leur addiction en se disant « de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose ». Ou encore « la pollution est bien pire qu'une petite cigarette ». Par ce biais, le fumeur réduit alors la dissonance entre ses actes, donc le fait de fumer, et ses pensées, je sais que fumer tue, ce qui lui permet de continuer de fumer sans trop se contredire. Je pense maintenant que vous pouvez comprendre comment tout ça peut aussi s'appliquer à la catastrophe écologique. Il est beaucoup plus simple de justifier son inaction plutôt que de modifier ses comportements pour réduire la dissonance. On le sait tous qu'il faut à tout prix diminuer notre consommation, mais certains se disent, justement pour l'instant, autant en profiter le plus possible, ou on a encore le temps avant qu'on n'ait plus le choix, ou encore, après tout le monde fait pareil, il n'y a pas de raison que moi je change. Et ça m'amène à un autre mécanisme qui est en jeu. La conformité sociale, c'est le fait d'adapter ses comportements à ce qui est la norme dans un groupe donné, et plus particulièrement dans notre cas, dans la société. C'est un mécanisme qui a très certainement participé à notre survie en tant qu'espèce lorsque notre vie dépendait de la protection et de la sécurité que le fait d'être en groupe pouvait nous apporter. On comprend bien qu'une personne isolée était bien plus vulnérable que si elle faisait partie d'un groupe.
Et c'est un fonctionnement qui continue encore de nous protéger aujourd'hui. Car l'être humain est un être social avant tout. On a besoin de l'autre pour vivre. Quand on est bébé, on est totalement dépendant de nos parents, et ce pendant plusieurs années. Plus tard, en grandissant, on est prêt à tout pour être accepté par nos parents, et plus largement encore par les autres. À tel point qu'on est même prêt à modifier nos comportements, même s'ils sont pas tout à fait en accord avec nos valeurs ou nos croyances. Juste pour ne pas être rejeté par les autres et continuer d'être intégré au groupe. La peur du rejet cache en fait la peur de ne plus être aimé, qui elle-même cache la peur de la mort. Parce que pour notre cerveau, être seul est synonyme de mort. On comprend alors qu'il est bien plus difficile pour une personne de changer ses habitudes si elle est la seule à le faire. Car en modifiant ses comportements, elle prend le risque d'être rejetée par les autres. Si les gens de notre entourage s'intéressent et se mobilisent contre les changements climatiques, on va avoir tendance à les imiter. Mais si personne ne le fait, on peut alors avoir peur d'aller à l'encontre de la norme sociale et préférer tout simplement ne rien faire. Il suffit d'ailleurs de voir comment les militants écologistes sont encore perçus à l'heure d'aujourd'hui. Ils sont loin d'être appréciés par tout le monde. Il faut faire preuve de beaucoup de courage pour oser être le premier à modifier ses comportements quand on est dans un environnement qui est parfois totalement indifférent à la crise écologique. Il faut donc que de plus en plus de personnes montrent l'exemple pour qu'il y ait un passage à l'action massif de toutes parts. Ce qui d'ailleurs devrait être le rôle de nos politiques. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas du tout le cas. Et il est tout à fait possible et il n'est pas encore trop tard pour inverser cette tendance sociale. Mais pour ça, il faut déjà commencer par soi-même et prendre ses responsabilités individuelles. Et ça nous amène au dernier mécanisme. Les scientifiques l'affirment avec certitude depuis déjà plusieurs années, les êtres humains sont responsables des changements climatiques. On est tous responsables, sans exception. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on est tous coupables pour autant? Quelle distinction peut-on faire entre la responsabilité et la culpabilité? Je vais essayer de vous expliquer tout ça assez simplement, mais je vais déjà commencer par vous donner une définition de ces deux termes. Selon le Larousse, la responsabilité, c'est l'obligation ou la nécessité morale de répondre, de se porter garant de ses actions ou de celles des autres. En anglais, to be responsible se traduit littéralement par la capacité à répondre. Dit autrement, être responsable, c'est analyser comment on est arrivé à une situation donnée, chercher à quel point on est à l'origine de ça, et agir en conséquence pour essayer d'améliorer les choses. Tandis que la culpabilité, toujours selon le Larousse, c'est le sentiment de faute ressenti par un sujet, que celle-ci soit réelle ou imaginaire. C'est donc une émotion. Il est parfois difficile de savoir où s'arrête la culpabilité et où commence la responsabilité. Surtout lorsqu'il s'agit d'un problème qui nous concerne tous, dans lequel on est tous impliqués, qu'on en ait conscience ou non, et ce quel que soit notre âge, notre sexe, notre culture et notre religion. Mais finalement, qui est donc coupable de la catastrophe écologique? Est-ce que c'est les dirigeants des puissantes entreprises qui continuent de polluer? Est-ce que ce sont les employés qui sont sur le terrain mais qui ne font que répondre aux demandes de leurs patrons? Est-ce que c'est nos politiques qui les laissent faire, ou nous autres qui continuons de consommer et qui ne changeons pas nos habitudes? Dans un crime contre l'humanité et la vie elle-même, il n'est pas simple de désigner un coupable. Parce que d'une certaine manière, on est tous coupables, à des degrés certes différents, mais on est coupable quand même si c'est de manière involontaire et inconsciente. Et le nœud du problème se situe peut-être justement ici. Il y a les personnes qui sont conscientes qu'elles sont coupables et celles qui sont inconscientes. Beaucoup de personnes ne se sentent pas responsables de la crise écologique parce que c'est vrai que la responsabilité est collective. Et donc le poids est tellement réparti qu'au final, plus personne ne se sent responsable. Et comment une personne peut prendre sa responsabilité si elle ne sait même pas qu'elle est coupable? Indirectement, mais coupable quand même. Parce qu'il y a encore énormément de personnes qui consomment certains produits sans avoir conscience qu'en les achetant, ça a des conséquences catastrophiques sur l'environnement. Elles ne savent pas que ça a un impact aussi considérable. Elles n'ont pas conscience que le produit qu'elles consomment a probablement nécessité la destruction de forêts, la torture d'un animal ou autre pour leur simple plaisir. Elles n'ont pas conscience que le bel emballage plastique dans lequel se trouvait leur produit va finir dans les océans et contribuer à la disparition des espèces marines. Elles ne peuvent pas culpabiliser de le faire puisqu'elles n'ont pas conscience de leurs actes. Et donc elles peuvent encore moins prendre leur responsabilité face à ça. Cette inconscience est probablement un des plus gros facteurs d'inaction. Quand on ne sait pas qu'on fait quelque chose de mal, on ne peut pas souffrir de l'avoir fait. Et par conséquent, on ne peut pas changer nos habitudes. La souffrance engendrée par la culpabilité est à mon sens un ressenti extrêmement important, qui est peut-être même un des moteurs du changement. Heureusement, comme je l'ai déjà évoqué un peu plus tôt, il y a des personnes qui sont extrêmement lucides et qui perçoivent la gravité de la situation. Et elles savent qu'elles sont coupables. Elles sont coupables d'acheter certains produits ou coupables de ne rien faire. Et là, on pourrait dire qu'il y a deux cas de figure. Il y a les personnes qui vont fuir cette culpabilité et celles qui vont s'en servir pour changer les choses. Et on va commencer par le premier type de personne, à savoir celle qui la fuit. Là encore, on peut pas dire que la culpabilité soit une émotion agréable. Alors il est tout à fait logique que certains cherchent à l'éviter le plus possible. Et pour ça, il n'y a pas énormément de possibilités. Soit elles vont s'enfermer dans le déni, soit elles vont se déresponsabiliser et chercher un coupable. Parce qu'il est plus facile de trouver un bouc émissaire plutôt que de prendre sa responsabilité.
Elles vont par exemple se dire c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai détruit la forêt. Ou ça va, c'est juste un petit emballage plastique, c'est pas ça qui va créer des problèmes. Ou je peux bien me faire plaisir de temps en temps. Ou encore, c'est de la faute de nos politiques, ils ont qu'à faire leur travail aussi. Et puis il y a aussi les personnes qui accusent les médias ou les politiques de nous culpabiliser sans cesse. Ce qui en soi n'est pas totalement faux là non plus. Mais là encore, c'est une fuite de la culpabilité. Parce que si une personne ressent de la culpabilité, c'est tout simplement parce qu'elle est coupable. Elle sait qu'elle n'est pas tout à fait en accord avec elle-même et c'est là que se crée une dissonance cognitive. Et on arrive au dernier cas de figure, les personnes qui savent qu'elles sont coupables et qui ne la fuient pas. Ce sont les personnes qui ne fuient pas la réalité, mais qui au contraire ont le courage de voir les choses comme elles sont. Ce sont les personnes qui n'attendent pas que les changements viennent des autres, mais qui commencent elles-mêmes à montrer l'exemple. Ce sont les personnes qui, pour réduire la dissonance cognitive, ne se cherchent pas des excuses, mais modifient leur comportement. Ce sont les personnes qui ont eu le courage de ressentir la culpabilité et les autres émotions désagréables et qui prennent leurs responsabilités. Ce sont les personnes qui prennent le risque d'être rejetées et jugées par les autres. Ce sont les personnes qui agissent, qui se battent pour nous tous, pour notre avenir et qui mettent en place des solutions. Alors il est vraiment temps qu'on arrête de fuir la culpabilité, parce qu'elle contribue très certainement à ce que les consciences s'éveillent et à ce que des changements puissent se mettre en place. On pourrait très certainement trouver plein d'autres biais, d'autres mécanismes psychologiques pour expliquer cette inaction. Mais ne perdons pas plus de temps à débattre sur le pourquoi on ne bouge pas, parce qu'on a déjà perdu beaucoup trop de temps. La seule chose qui importe maintenant, c'est de passer à l'action et de mettre en place des solutions. Et des solutions, il en existe. J'en ai déjà cité quelques-unes un peu plus tôt dans la vidéo, mais je suis probablement pas la mieux placée pour vous dire ce qu'il faudrait que vous fassiez. Le but de cette vidéo n'est d'ailleurs pas de me poser en tant que donneuse de leçons parce que moi-même, je ne suis pas irréprochable. Même si je fais déjà pas mal d'efforts, je sais que j'ai encore une grosse marge de progression. Je suis totalement coupable et j'ai conscience de l'être et je fais de mon mieux pour essayer de changer les choses à ma petite échelle. Mais nous ne pouvons plus continuer de nous mentir, continuer de se raconter des histoires, vouloir être optimiste, espérer que les choses finissent par s'arranger ou attendre que les autres changent à notre place n'est plus possible. C'est précisément pour ces raisons qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation aussi critique. Nous devons prendre conscience de l'ampleur de la catastrophe pour pouvoir apporter des solutions à la hauteur des enjeux. Prenons nos responsabilités, acceptons la peur parce que c'est un des plus puissants moteurs d'action. Au contraire, ressentons-la pleinement afin de la mobiliser et la mettre au service de notre survie. Nous devons agir maintenant et il est important que nous le fassions tous ensemble. J'espère qu'en comprenant les mécanismes psychologiques derrière l'inaction, ça permettra d'éveiller un peu plus les consciences et permettra à certains d'entre vous de rejoindre une des plus belles causes qui soit, défendre et protéger la vie elle-même. Parce que si nous perdons ce combat, plus aucun autre ne pourra être mené.